Donc bonsoir, bonne année à chacun d'entre vous. Cette année soit une année de recherche de la vérité, en plus de formation au concours. Alors vous vous rappelez, on n'était pas tous réunis la fois précédente, donc je vais rappeler un tout petit peu les choses, et puis ce que j'aimerais bien, si c'était possible à l'issue de ce triptyque, c'est qu'on puisse garder un petit peu de temps pour dialoguer vraiment, hein, et que vous disiez un petit peu comment vous sentez les choses, poser des questions éventuellement, voilà, pour que ce soit aussi pour moi une rencontre, voilà, avec vous. Vous vous rappelez que on a d'abord un peu posé cette question, peut-être un peu provocante, peut-on parler d'une seule vérité? Et le but, c'était un peu de ranimer en nous l'idée d'une vérité comme recherche. Hein. Non pas, on va en reparler tout de suite, mais non pas d'une vérité qu'on pourrait détenir, surtout j'ai envie de dire à 18, 19, 20 ans. Qu'est-ce que ça voudrait dire détenir de manière parfaite la vérité, mais une vérité qui, parce qu'elle est une, est en quelque manière le foyer d'une recherche. Hein. Et vous vous rappelez que j'avais essayé de dire que il y avait une orientation fondamentale de la parole, du langage à la vérité. Accepter de parler, c'est accepter que ma parole soit mesurée à la vérité. Si je parle, c'est que je prétends dire quelque chose de vrai et j'attends évidemment, éventuellement, de celui avec qui je parle, qu'il me montre en quoi ce que je dis n'est pas vrai, pour entrer, on va en reparler, bien sûr, dans un dialogue. Hein. Et donc c'était un petit peu ça, et d'essayer de comprendre, vous vous souvenez que à la fois la vérité est forcément une à titre de recherche, c'est ça ce que nous recherchons, ce que nous visons, mais en même temps, cette recherche de la vérité suppose, de manière un peu paradoxale peut-être, étonnante, que je m'ouvre aussi à la vérité de l'autre. Parce que c'est en m'ouvrant à la vérité de l'autre, qui est forcément relative, située, etc., que je vais moi-même être capable de rechercher le vrai. Donc c'était un peu le premier temps, avec cette idée qu'on est souvent dans une époque très sceptique et très relativiste, et qui pense que finalement la vérité, ça ne peut pas s'atteindre véritablement, il n'y a pas beaucoup de sens à la chercher. Et l'idée, c'était encore une fois de souffler un peu sur cette braise-là. Je suis prof de philo, vous allez me dire, voilà, j'ai choisi cette quête, cette recherche de la vérité. Voilà. Et puis, dans un deuxième temps, vous vous rappelez, hein, on avait parlé de cela, indiqué là, c'était la tolérance suppose-t-elle le deuil de la vérité, hein. Et j'avais essayé avec vous de distinguer deux manières d'entendre la tolérance. Une manière qu'on entend très très souvent, vous vous rappelez qu'on en avait parlé un peu avec ceux qui étaient là, une tolérance qui est souvent une certaine manière de se débarrasser en fait de la question de la vérité, et qui conduit finalement à accepter n'importe quel type de point de vue au nom d'une conception peut-être un peu bisounours des rapports aux autres. Hein. Tu penses ce que tu veux, comme tu veux, tu fais ce que tu veux, comme tu veux, et finalement ça évite à la fois éventuellement des frictions, qu'on exprime des désaccords, et éventuellement qu'on essaie d'entendre pourquoi un tel pense cela, fait cela, affirme telle ou telle valeur, et que du coup cette tolérance, qui peut souvent être plus une indifférence qu'un respect de l'autre, conduit finalement à faire le deuil de la vérité, hein, ce qu'on avait évoqué. Et puis une tolérance tout autre, et je crois que c'est cela quand Voltaire parle de tolérance, ou qu'on fait de la tolérance une valeur, c'est une tolérance qui fonde la recherche de la vérité. C'est-à-dire que c'est justement parce que je recherche la vérité que j'ai besoin d'écouter la manière dont quelqu'un d'autre construit sa recherche du vrai. Et que je ne peux pas prétendre ni imposer ma vérité par la force, ni suspendre l'idée que peut-être dans l'opinion autre que la mienne, il pourrait y avoir quelque chose qui mérite d'être entendu. Autrement dit, une tolérance qui fonde la recherche du vrai, et dont vous vous rappelez, j'avais essayé de dire qu'elle est même un des plus beaux fruits de la recherche du vrai. Entre des quêteurs de vérité, qui, chacun d'entre eux, essaie de valider une démarche personnelle, authentique, sérieuse,
il peut y avoir cette tolérance qui me conduit à respecter un chemin un peu différent du mien, à condition qu'on ait pu en parler ensemble et distinguer ce qui est commun et ce qui est singulier. Voyez ? Et donc c'est cette idée de la tolérance que je nous incite, les uns les autres à faire vivre, c'est-à-dire une tolérance comme condition d'un dialogue. Voyez ? Beaucoup plus que comme manière d'évacuer la question du vrai et finalement de se débarrasser de cette petite lutte que nous avons chacun d'entre nous à faire pour essayer de savoir sur quoi fonder nos vies de manière sérieuse, en toute honnêteté intellectuelle, sans se contenter des conformismes ou des opinions toutes faites. Et alors du coup, aujourd'hui, je voudrais creuser un tout petit peu plus encore cette question de la vérité comme recherche, qui suppose un sens du dialogue. Et vous vous rappelez que la dernière fois aussi, j'avais essayé de distinguer, et je le redis là pour qu'on soit bien sur la même longueur d'onde, j'avais distingué deux conceptions possibles de la vérité. Une conception que j'avais appelée, c'est peut-être un terme un peu abstrait, une conception monologique. Mono, un seul, logos, la raison, la connaissance, etc. C'est-à-dire cette idée que nous pourrions, chacun pour nous-mêmes et personnellement, j'appelle ça parfois une conception célibataire de la vérité, l'idée que chacun d'entre nous pourrait, pour lui-même et tout seul, éventuellement en s'enfermant dans un poêle, comme Descartes, il y a une petite pièce chauffée par un poêle, rassurez-vous quand même. Donc que chacun d'entre nous pourrait chercher la vérité, j'ai envie de dire en solo. Chercher la vérité, abstraction faite de toute ouverture à d'autres. Et on sent bien que ça pourrait être notre tentation, une certaine forme de privatisation du vrai. Moi, je trouve ça vrai, ça me convient, je n'ai pas besoin de passer par la vérification avec les autres de ce que je considère comme vrai. Donc une conception que j'ai appelée monologique. Et puis une conception que j'ai appelée, vous vous rappelez, dialogique. L'idée que le logos, la raison, c'est quelque chose qui me fait dialoguer avec les autres et rencontrer d'autres. Vous savez que c'était la conception socratique de la vérité. La vérité s'éprouve dans un dialogue. Quel est le critère qui me permet de savoir si ce que je pense est vrai, sinon de confronter ce que je dis à d'autres et d'accepter des objections. Vous savez que c'est le critère de la vérité scientifique. Si une vérité n'est pas publiée, qu'elle ne donne pas lieu à une discussion par d'autres savants, elle ne peut pas être considérée comme véritablement crédible. C'est au creuset d'une discussion patiente avec d'autres que la vérité s'éprouve. Et donc ça suppose, si j'entre dans cette conception dialogique de la vérité, c'est que j'accepte d'une part que ce que je considère comme vrai doivent être validés par d'autres dans un discours qui a des règles, dans un dialogue qui a des règles, parmi lesquelles la tolérance, refuser l'intimidation, refuser la violence, accepter que la parole se pose de manière un peu longue. Et vous voyez que par exemple dans les médias, à la télévision, même sur Internet, c'est relativement rare que des paroles puissent se construire, comme on le fait ici, pour rendre possible un dialogue un peu profond. Donc ça suppose que j'accepte d'entrer dans ce dialogue par lequel je vais valider ma conception du vrai par une ouverture à d'autres, mais aussi que je considère que l'autre, et surtout s'il pense différemment de moi, surtout s'il me fait exister face à moi des objections, que l'autre peut partager quelque chose du vrai que j'ai besoin d'entendre. Ça suppose du coup que, si je sors de la conception monologique, que quelqu'un d'autre, à partir d'un point de vue différent, doit, être écouté, entendu, et qu'il a probablement quelque chose qui va faire que je vais pouvoir m'unir à lui dans une vérité plus haute. Tu possèdes quelque chose du vrai, je possède quelque chose du vrai, et le dialogue, dont on va parler maintenant, le dialogue va être, j'ai envie de dire, en prenant cette métaphore qui va peut-être vous paraître osée, le dialogue a quelque chose d'amoureux, c'est-à-dire un mouvement par lequel deux individus différents se lient l'un à l'autre et s'unissent pour donner un fruit qui est leur conviction commune, qui s'échange. Et vous savez qu'il y a eu des moments dans l'histoire du monde
où on a vu ces moments-là étonnants, des cultures dialoguer l'une avec l'autre et réussir évidemment à s'entendre dans quelque chose de plus profond. Je pense particulièrement à la manière dont, dans les premiers siècles de l'Église, la raison grecque a su dialoguer avec ceux qui avaient été reçus de l'héritage hébraïque et chrétien pour rendre possible ce grand moment dans l'histoire de la pensée qu'a été la patristique, l'histoire des pères de l'Église. Quand vous voyez quelqu'un comme Thomas d'Aquin au XIIIe siècle, vous sentez que le dialogue qu'a été capable de mener Thomas d'Aquin avec les philosophes arabes, avec les philosophes juifs, qui faisaient remonter depuis l'Espagne des manuscrits qui étaient complètement nouveaux, a permis de construire une pensée plus haute. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment formidable. Alors qu'on est souvent dans un monde où chacun se retire dans son petit précaré à travers une conception souvent étroite, vous le savez bien, de la laïcité, et chacun pense ce qu'il veut pour lui-même et les deux seront bien gardés. Et que finalement les occasions d'un véritable dialogue, d'un véritable échange, où des convictions dans le respect mutuel peuvent se dialoguer l'une avec l'autre, ces moments-là sont rares et j'ai envie de dire, considérez-les comme précieux, recherchez-les. Fuyez les groupes qui se ferment sur eux-mêmes et essayez au contraire d'aller vers des groupes qui s'ouvrent à des paroles différentes. Et ça me paraît très important. Et alors du coup, on peut peut-être maintenant parler un tout petit peu des conditions du dialogue. Qu'est-ce que je dois être pour pouvoir être un acteur de ce dialogue par lequel on se remet tous en route pour rechercher la vérité? Première condition du dialogue, je voudrais en donner deux fondamentales et puis les développer un peu. Première condition du dialogue, être en mouvement. C'est-à-dire que je sois moi-même en mouvement. Et il y a une vraie question que je nous pose, et que je pose évidemment à un bonhomme beaucoup plus vieux que moi, et c'est des risques qui sont beaucoup plus grands quand on atteint plus de 50 ans comme moi, c'est le risque, vous savez, de la fossilisation. J'ai cherché la vérité, j'ai eu le sentiment de l'avoir trouvée, et maintenant, tout est bien organisé, tout est bien rangé, j'ai mes convictions, mes certitudes, et tout va bien. Or, comme disait le philosophe Alain, le doute est le sel de l'esprit. Cette idée que s'il n'y a pas le doute, le questionnement, etc., si on est certain de ce qu'on pense, alors à ce moment-là, comme une viande, cette viande n'étant pas salée, elle risque d'être avariée. Et donc ça, c'est très important, c'est-à-dire, est-ce que je suis moi-même dans le mouvement de celui qui se croit possesseur de la vérité? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui reste toujours un chercheur de vérité? Quelqu'un qui vraiment, de manière sincère, cherche la vérité comme son dynamisme. Et là, je voudrais évidemment distinguer très nettement celui qui croit posséder la vérité et celui, je vais oser cette expression, qui se trouve un peu possédé par la vérité. Vous voyez la différence? Je possède la vérité, c'est mon stock, c'est mon truc, c'est mon bien, propriétaire, bourgeois, j'ai la vérité. Et je me suis inscrit pour toujours, j'ai une carte de ceci, j'ai un certificat, machin, et c'est quoi ta vérité? C'est celle-là, elle est bien fermée. Ou bien être possédé par la vérité, c'est penser que la vérité, c'est toujours quelque chose que je n'aurais jamais fini. Je n'aurais jamais fini de chercher. Qu'il y a toujours dans la vérité quelque chose qui nous dépasse. Vous savez, on disait ça la dernière fois. En science, c'est fondamental. Aujourd'hui, on ne parle plus de savant, on parle de chercheur. Le chercheur est celui qui est capable de relancer sans cesse sa quête. Voyez. Et donc, être possédé par la vérité plus que la posséder. Est-ce que j'affirme telle ou telle chose, dans un groupe comme le nôtre, par exemple? Est-ce que j'affirme telle ou telle chose, telle ou telle conviction, parce que je pense qu'elle est vraie? Et alors, si je pense qu'elle est vraie, je n'ai pas peur de la confronter à ce que pense un autre. Si je pense qu'elle est vraie, si j'y souscris parce qu'elle est vraie, ou est-ce qu'au contraire, c'est ma position parce qu'elle est héritée, acquise, qu'elle me va bien, qu'elle va dans le sens de ma sécurité et de mon confort, et que comme ça, j'ai décidé une fois pour toutes que je n'y reviendrai pas. Est-ce que, fondamentalement, je cherche une vérité parce que j'ai besoin de quelque chose de solide sur quoi m'appuyer et je suis capable, si quelqu'un d'autre me donne une objection valide, de préférer quitter ma position
que de m'appuyer sur une position dont j'ai découvert la fragilité. Donc, est-ce que ce que je cherche, c'est le vrai, ou est-ce que ce que je cherche, c'est mon confort intellectuel? Et ça, j'ai envie de dire, encore une fois, quand vous aurez mon âge, je vous reprocherai pas d'être dans le confort intellectuel. Ce que vous avez de mieux, quand vous avez votre âge, c'est cette quête, cette recherche du vrai. Méfiez-vous de ceux qui prétendent vous donner la vérité si cette vérité n'est pas le fruit d'une quête, et d'une quête sans cesse à remettre en route. Et puis la deuxième chose, donc être soi-même en mouvement. Et puis la deuxième chose, c'est la reconnaissance de l'altérité. C'est-à-dire se dire que c'est une chance dans la recherche de la vérité qu'il existe des autres, qu'il existe des gens qui pensent pas comme moi, qui ont une autre culture que moi, qui ont d'autres ancrages que moi, qui ont d'autres compétences que moi, qui participent à d'autres domaines du savoir. Par exemple ici, vous êtes des littéraires, des scientifiques, à l'intérieur de vos formations, vous avez la chance d'avoir des visions du monde un peu différentes, des types d'attitudes, des cultures, des enracinements familiaux différents. Et ça, c'est vraiment une richesse. Hein. Vous savez, dans un monde où, en France, on est en train de se figer et d'avoir peur de toute forme d'altérité. Donc se dire que l'altérité est fondamentale et voir dans cette altérité une richesse. Vous voyez, il y a des gens qui n'achètent un journal que pour voir confirmer dans le journal ce qu'ils pensent déjà. Ça me semble un peu pauvre. Je dois chercher dans le journal quelque chose qui non seulement va me nourrir en termes d'information, mais un certain nombre de pensées qui vont venir éventuellement me choquer. Charles Péguy disait, il dirigeait les cahiers de la quinzaine, que les cahiers de la quinzaine devaient toujours choquer un tiers de leurs lecteurs. C'est-à-dire, un tiers de leurs lecteurs devait être en désaccord avec ce qui était écrit dans le cahier de la quinzaine. Sauf qu'il fallait que ça soit pas toujours le même tiers. Hein, c'est-à-dire que le journal le cahier de la quinzaine soit suffisamment ouvert et différent pour qu'à tel moment un tel soit choqué et à tel moment ou choqué ou perturbé ou questionné, etc. Vous savez, c'est important. Hein. Par exemple, le père, imaginez qu'il fasse des sermons et que tout le monde dans l'assemblée lui dit tout ce que vous avez dit c'est bien, je suis d'accord, etc. Bon, c'est pas mal, mais ça veut dire qu'il n'a pas fait bouger les gens. Il les a pas mis en mouvement. Il les a pas fait chercher. Puisqu'à chaque fois, évidemment, qu'on découvre quelque chose de nouveau, vous savez bien, il y a des trucs en nous qui résistent. Et c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de bien que cette résistance qui va nous permettre, évidemment, de franchir, on va s'expliquer, on va dialoguer, on va aller plus loin. Et en plus, dans une paroisse, comme il y a des prêtres différents, ils vont avoir des sensibilités forcément différentes. Voilà. Et donc, du coup, comprendre que l'altérité de l'autre, l'altérité du point de vue de l'autre, est une condition du dialogue, bien plus qu'un obstacle. Une condition du dialogue. L'altérité de l'autre n'est pas quelque chose que je dois essayer de supprimer, mais quelque chose au contraire qui va m'enrichir. Hein. Vous savez, je suis toujours frappé par ça, les lycéens, quand ils sortent de terminale en philo, ils connaissent en général deux phrases. Première phrase, l'homme est un loup pour l'homme. Alors oui, je pense donc que c'est pas mal, mais moi je pense aussi, l'homme est un loup pour l'homme, et deux, l'enfer c'est les autres. Hein, ça. Alors voyez la représentation du monde. Hein. L'homme est un loup pour l'homme, en oubliant que dans la phrase d'Ovide citée par Hobbes, la phrase dit « Et il est également vrai, et que l'homme est un loup pour l'homme, et que l'homme est un Dieu pour l'homme. » Autrement dit, ce que veut souligner Ovide, c'est que l'homme peut être à la fois loup, la violence, mais il peut être aussi Dieu. Hein. Et contre la thèse, évidemment, selon laquelle l'enfer c'est les autres, moi je préfère Lévinas qui dit « être deux, voilà la merveille ». Voilà. Hein, imaginez d'être tout seul, hein, comme dit Dostoïevski, l'enfer c'est plutôt ne plus aimer, ne plus pouvoir aimer, ne pas être en relation avec l'autre. Hein. Et Lévinas dit non, avoir la chance, hein, être deux, voilà la merveille, cette idée que être en face de quelqu'un qui pense pas exactement comme moi, c'est absolument fondamental et essentiel. Vraiment, je crois que c'est très important. Vous avez remarqué d'ailleurs dans l'évangile très intéressant, vous avez 4 évangiles. Vous avez 2 testaments. Pour que justement, la vérité ne soit jamais monocolore, pour qu'on fasse dialoguer les textes. Vous voyez, dans la Bible, c'est bizarre, il y a une histoire dans laquelle la création
de l'homme, c'est homme et femme, et il y a une autre histoire dans laquelle on crée d'abord l'homme et ensuite la femme. Alors finalement, Dieu, comment ça a été créé l'homme et la femme? Eh ben voilà, on est obligé de discuter. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a peut-être deux récits qui, l'un et l'autre, disent quelque chose de la vérité de l'homme, de la vérité de l'homme et de la femme, et il faut que je réfléchisse, que je bosse, que je travaille, pour essayer progressivement de me faire ma propre idée de ce qui est fondamental. Vous voyez, ça me paraît essentiel. Et du coup, si c'est vrai que une position différente va m'intéresser, par exemple, si je suis chrétien, ça va m'intéresser de lire Nietzsche, de lire Freud, de lire Marx, de dialoguer avec des gens qui vont venir questionner pour être sûr que ma foi est une foi adulte et pas seulement une foi, j'ai envie de dire, idéologie, confort, etc., etc. Et donc, ce qui va être fondamental pour pouvoir dialoguer, c'est d'aimer découvrir la cohérence de l'autre, essayer de comprendre sa cohérence, pour voir en quoi ce que dit l'autre va m'enrichir, va m'ouvrir, va me lancer en exode, j'ai envie de dire, pour approfondir toujours davantage. C'est le cas d'un couple, par exemple. On s'enrichit de sa différence. Il faudrait surtout pas aimer un couple dans lequel l'un dirait, mais finalement, je connais tout sur elle, elle connaît tout sur moi, et maintenant, on n'a même plus besoin de parler, parce que vous comprenez, dès qu'elle ouvre la bouche, je sais ce qu'elle pense. C'est quand même d'une tristesse assez incroyable. Hein. Donc, essayez de découvrir la cohérence. Et c'est dans cette cohérence que je vais découvrir la vérité de l'autre. Et que je vais essayer, moi aussi, de construire ma propre cohérence. Et j'ai envie de dire que vous êtes dans un âge, très probablement, où c'est fondamental d'essayer de construire votre propre cohérence à partir d'un dialogue heureux avec d'autres. Mais alors, me direz-vous, si on dit ça, c'est-à-dire si on dit, mais oui, mais alors du coup, on doit s'enrichir de la cohérence de l'autre, entrer dans un dialogue et chercher, est-ce qu'on ne revient pas à ce qu'on disait au tout début, c'est-à-dire, mais finalement, vous êtes en train de dire, monsieur, qu'il y a plusieurs vérités, et que du coup, la vérité est quelque chose de relatif. Non, c'est pas revenir au relativisme. Pourquoi? Parce que ce qui va être fondamental, c'est de comprendre que à partir de ces vérités qui s'échangent, on peut s'ouvrir à une vérité plus haute, qui les intègre. Vous voyez, je vais prendre quelques exemples. L'héliocentrisme, vous savez, Copernic, Galilée, et tout d'un coup la mise en évidence que la Terre tourne autour du Soleil et non pas l'inverse. Vous avez deux positions qui s'opposent. Mais la première position, elle n'est pas fausse. Elle n'est pas fausse. C'est-à-dire que pour un observateur fixe sur la Terre, il est logique qu'il perçoive le Soleil comme tournant autour de lui. Mais la thèse galiléenne, pourquoi est-elle plus vraie que la première? Parce qu'elle intègre plus de choses. C'est-à-dire qu'au lieu de se situer au point de vue d'un observateur fixe sur la Terre, elle considère la même réalité à partir d'un espace plus large. Et donc vous voyez bien qu'on peut tout à la fois dire qu'il y a plusieurs vérités, chacune exprimant un point de vue et une cohérence, mais que une vérité est plus intégratrice qu'une autre, va aller plus loin parce qu'elle va rassembler plus de points de vue, vous voyez? Et donc on peut tout à la fois dire qu'il y a plusieurs points de vue sur une même chose, qu'il faut pouvoir penser, et en même temps que le point de vue le plus vrai, c'est celui qui les rassemble, qui rassemble plus de points de vue l'un par rapport à l'autre. Vous savez bien que, par exemple, ce qui fait la grandeur de l'Europe, c'est ce qu'a dit Paul Valéry dans La crise de l'esprit, c'est que l'Europe a cette capacité d'intégrer une multiplicité de cultures différentes et d'essayer de les articuler. Et évidemment, pour vous, c'est ça qui est la recherche de la vérité. La recherche de la vérité, c'est en vous nourrissant de plusieurs discours, quel est le discours qui va me permettre de les intégrer le plus? C'est ça aussi être artisan de paix, vous voyez? C'est être capable d'écouter des traditions différentes, qui chacune est respectable dans la manière dont elle exprime une partie de la vérité, pour essayer de les penser en les intégrant toujours davantage. Et du coup, si on ose conclure un tout petit peu autour de ça, si il existe une vérité du christianisme, c'est-à-dire si je sors un tout petit peu de mon objet purement philosophique pour
parler de la question de la vérité du christianisme. Cette vérité ne peut avoir un sens que si elle est une relation à une vérité qui est recherchée beaucoup plus que possédée. Et vous comprenez bien que ce qui est intéressant dans le christianisme, c'est qu'à partir du moment où dans le christianisme, c'est le Christ lui-même qui dit « je suis la vérité », la vérité n'est plus une chose, mais la vérité est une personne. Et une personne qui, parce qu'elle est transcendante et infinie, n'est jamais totalement atteinte. Et que du coup, le christianisme, en affirmant cette conception du Christ comme vérité, nous délivre de toutes les petites vérités pour nous ouvrir à une vérité qui nous dépasse. Et qui du coup fait qu'aucun d'entre nous ne peut s'approprier la vérité, puisque la vérité nous dépasse chacun. Et c'est ce que je trouve magnifique dans cette conception. Il y a Michel Henry, un grand philosophe phénoménologue, qui a écrit tout un livre qui s'appelle « Je suis la vérité », où il essaie de réfléchir à la conception chrétienne de la vérité. Vous lirez peut-être ça un jour. C'est un peu compliqué peut-être pour l'instant par rapport à vos études. Et deuxième chose, ce qui m'intéresse dans le christianisme et dans son histoire, c'est qu'il me semble que c'est une religion, ou en tout cas ça devrait être une religion capable de faire exister un dialogue entre les religions. Autrement dit, c'est une religion qui aspire à être, et c'est en ce sens qu'elle est universelle, non pas dans le sens où elle s'arrogerait la prétention d'être la seule vérité, mais c'est la religion universelle dans la mesure où elle vise à instaurer entre les différentes manières de s'approcher de l'absolu un dialogue fécond. Et ça me paraît fondamental. Et du coup, pour terminer, si c'est vrai que la religion chrétienne a cette conception-là de la vérité, comment évangélise-t-on? À mon avis, alors ça c'est le prof de philo qui parle, l'évangélisation passe moins par le fait d'affirmer une vérité que d'entrer en dialogue avec tous ceux qui nous est donné d'approcher. Et que les lieux chrétiens, et vous en avez un magnifique exemple ici, les lieux chrétiens sont des lieux où, au nom d'une conviction du vrai, enracinée sur une expérience du Christ, on puisse proposer à tout homme et toute femme de bonne volonté d'entrer dans un dialogue avec pour seule conviction le fait que chacun d'entre nous partage quelque chose du vrai et est amené à découvrir toujours davantage la vérité à condition d'entrer dans le dialogue. Et du coup, vous voyez bien qu'on était parti de peut-on parler d'une seule vérité, et que maintenant on arrive à l'idée que cette vérité, si elle existe et si elle nous focalise, elle va supposer d'entrer dans un dialogue. Alors, un petit peu ce que je voulais dire, c'est peut-être un peu confus parce que je voulais vous dire beaucoup de choses, mais ça serait bien de dialoguer maintenant, puisque c'est ça que je dis, et que je vous ai parlé d'une vérité dialogique dans un long monologue. Il y avait un truc qui m'avait un peu interpellé, c'est la première fois, vous avez dit que la recherche de la vérité m'amenait à des conclusions différentes, mais que c'est quand même la vérité. Redites dans la manière dont vous l'avez compris, parce que pour que je sois certain de moi aussi de comprendre. En fait, ce que j'avais compris, c'est que par exemple, on a deux recherches de la vérité, et donc celle-ci ces deux thèses mènent à des conclusions qui sont complètement différentes, et pourtant ça fait partie de la vérité. Et pourtant, la vérité englobe les deux. Voilà. Je sais pas comment... Ah non, je crois que c'était le fait de... je sais pas dire. Alors ça, si vous voulez, c'est peut-être, je sais plus très bien, hein, parce que bon, c'était l'année dernière. Il y a eu les fêtes entre deux. Peut-être ce que je voulais dire, c'est que on peut imaginer un même objet qui va être travaillé à plusieurs points de vue. Hein, par exemple, prenez les sciences humaines, par exemple. Hein, vous sentez bien que dans les sciences humaines, le regard porté dans les sciences, disons, le regard porté sur l'homme peut être fait à une multitude
de points de vue différents, psychologiques, sociologiques, philosophiques, biologiques. Et chaque discours, chaque méthodologie va permettre d'aboutir à des vérités, l'ethnologie aussi, etc., va permettre d'aboutir à des vérités, hein, à travers un travail rigoureux, etc. Mais chaque vision de l'homme va exprimer quelque chose qui sera forcément partiel. C'est-à-dire que le biologiste ne peut pas prétendre, à partir du point de vue qui est le sien et qui n'est pas faux, posséder toute la vérité sur l'homme. Le psychologue, à partir de son point de vue, hein, surtout qu'on est dans un état de spécialisation du savoir qui devient extrêmement grand, le psychologue va exprimer quelque chose qui, dans sa méthodologie, est vrai. Mais que d'une certaine manière, ces différentes vérités appellent un point de vue plus englobant qui essaie de les saisir tous pour essayer de comprendre vraiment ce qu'est l'homme. Vous voyez, c'est ça que je voulais dire, peut-être. Même si, parce que, par exemple, si on peut prendre l'exemple de la géométrie, soit on prend la géométrie euclidienne, soit la géométrie d'accord, non euclidienne, ouais. Et pourtant, bon, ces deux théories permettent d'aboutir à des théorèmes complètement différents. Ouais. Et pourtant, on pourrait dire qu'ils atteignent à la fois une vérité qui est entière. Alors là, vous vous rappelez, bon, on peut pas rentrer dans des choses trop compliquées, mais j'avais essayé de distinguer, ou on peut peut-être le faire maintenant, je sais plus très bien, vérité et validité. En mathématiques et en logique, ce qui va faire ce qu'on appelle la vérité d'un discours, c'est sa cohérence logique par rapport aux axiomes qui ont été posés au point de départ. Et que du coup, on va appeler valide un discours qui n'est pas contradictoire. Et que du coup, le critère fondamental de validité, ce qu'on appelle la démonstration, va être la cohérence logique. Et donc, à partir du moment où des gens comme Lobachevsky ou Riemann ont mis en place les géométries non euclidiennes, on a pris conscience que du coup, les axiomes qui semblaient au départ être des évidences, c'est-à-dire des vérités absolues, ces axiomes peuvent être différents, voire contradictoires, tout en permettant de construire sur eux des systèmes de propositions, des théorèmes valides. Mais ça, c'est la validité. La vérité, c'est quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire que le discours correspond à du réel, à de l'être, hein, comme on a dans les sciences expérimentales, où il suffit pas qu'un énoncé soit cohérent logiquement pour être vrai, on va mettre en place une expérience pour voir si ça marche. Hein, on peut imaginer tout à fait un monde cohérent dans lequel le stylo monte au ciel. N'empêche que quand tu regardes, la réalité c'est que ça tombe. Hein, en tout cas ici, hein, on est d'accord, capitaine Haddock, dans son objectif lune, à un certain moment, s'il n'y a pas les mêmes conditions de gravité, on peut imaginer que le stylo monte. Hein, d'accord. Mais dans les conditions qui sont celles aujourd'hui de l'expérience humaine, hein, sur la Terre, vous imaginez bien qu'il y a un critère qui est le critère de l'expérience. Et donc la vérité, par différence avec la validité, c'est la conformité d'un discours et de l'être. Quelque chose qui permette à un discours de s'ancrer dans du réel. Ça va, ça, de dire ça? Alors, et c'est là qu'il peut y avoir, plusieurs discours cohérents. Mais c'est pas certain qu'il puisse y avoir plusieurs discours vrais. Oui? Non. Allez-y. Non, mais c'était ce que je reprends ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Moi, c'est ça qui m'intéresserait sur ce que je perçois, moi, à la fois du besoin, à mon avis, aujourd'hui, pour des gens de votre âge, de chercher le vrai et d'essayer, en toute honnêteté intellectuelle, de construire la cohérence de son regard sur le monde, d'un côté, ce que j'ai essayé de dire, et d'autre côté, le sentiment qu'on est en train d'aller dans des sociétés où finalement il est difficile de dialoguer sur l'essentiel, parce que, au nom parfois de conceptions étroite de la tolérance, parce qu'on se méfie de tout type de conflit que pourrait engendrer l'échange de convictions. Donc, à cause de ça, il est difficile, en fait, à des gens, notamment de traditions différentes, etc., de dialoguer vraiment ensemble. Et que du coup, ça vient étouffer, d'une certaine manière, la recherche de la vérité qui, à mon avis, est plus indispensable à l'être humain
que l'eau. L'homme est fait pour découvrir et se donner à la vérité. Enfin, je suis complètement dingue, hein, mais il y a quelque chose en nous qui aspire à découvrir le vrai et à s'y livrer complètement si on le découvre. Et vous comprenez bien que si on empêche des individus concrètement, parce que le vrai, la recherche du vrai suppose concrètement ces conditions du dialogue, si on empêche cette recherche-là, il y a quelque chose qui est comme empêcher un arbre de pousser, quoi. Alors bien sûr, il y a le fric, le boulot, tout ce qu'on veut, le machin, l'internet, tout ce qu'on veut, mais est-ce que ça suffit à combler le désir de vérité qui est en chacun d'entre vous? Vous parliez de confort, qu'à partir d'un certain âge, on privilégiait le confort intellectuel. On risquait, on pouvait. Vous avez un exemple? Oui. Mais moi, je le sens même en moi. Oui, mais vous avez un exemple? Et j'essaie de lutter contre ça. Oui, non, mais je vois pas trop ce que c'est en fait. Parce que... Non, mais vous pouvez m'illustrer? Qu'à certains moments, les humains sont ainsi faits qu'ils croient avoir résolu les questions fondamentales et qu'ils ont peur. Ils ont peur d'examiner sincèrement si ce sur quoi ils ont fondé leur vie est vrai ou pas. Et que du coup, la force des choses fait qu'ils sont tentés de rencontrer autour d'eux des gens qui pensent comme eux et de se rassurer tranquillement dans ce conformisme-là. Et qu'on est tous plus ou moins comme ça. Et à avoir tendance à considérer comme des emmerdeurs ceux qui pensent pas comme nous, et à considérer comme des gens vachement intelligents ceux qui pensent comme nous. Et à finalement se complaire dans ce qui n'est plus alors que de l'idéologie, et c'est-à-dire quelque chose dont j'ai besoin pour continuer d'exister, etc., quelque chose qui me rassure dans l'être et dans ce que je suis, donc de l'idéologie, plutôt que dans de la recherche vivante du vrai. Enfin, je sais pas, ça peut être aussi l'expression du fait que ce qu'on a reçu, en fait, on ne l'a jamais reçu. Ah, peut-être aussi on se l'est pas approprié. Voilà. C'est-à-dire que si je crois avoir reçu quelque chose et qu'en fait je ne me suis pas approprié, et d'une certaine manière, je ne suis pas possédé à la chose, et forcément, quand j'arrive devant une idée différente de la mienne, eh bien, je découvre la fragilité de la mienne, et donc je vais refuser le dialogue. Exactement. Et alors que c'est précisément peut-être en m'ouvrant à l'autre, pas seulement en m'ouvrant à l'autre, mais en me présentant à l'autre comme quelqu'un qui, comme lui, cherche. Si je ne me présente pas à l'autre et si je ne demande pas à l'autre s'il cherche, un dialogue, il n'y a pas de dialogue. Mais si je me présente à l'autre comme cherchant, et si je demande à l'autre s'il cherche aussi, alors on est tous les deux sur le même niveau déjà. C'est très apaisant tous les deux. Et puis ça va peut-être me permettre de découvrir que ce que j'ai reçu est vrai. Voilà. Et ça va me permettre aussi de découvrir. C'est ça qui est, c'est très nuancé en fait. Cette à la fois quête de la vérité, que je préfère appeler approfondissement en fait, de la vérité, qui est aussi découverte. La prophétie est toujours une découverte. Et en même temps, cette quête de la vérité, et il y a un équilibre très fin entre cette quête de la vérité et ce dialogue. Et si je m'ouvre pas à ce dialogue en permanence, l'autre qui peut enrichir ce que je n'ai pas encore reçu de la vérité, je ne lui permets pas de me l'apporter. Ouais. Et ça, c'est très embêtant. Et c'est vrai que souvent, quand on a les discussions, en fait, on s'aperçoit que les gens ont beaucoup de mal à s'écouter. Je ne trouve jamais de question. Ben, il n'y a pas de... mais c'est important, mais c'est subtil, parce qu'en même temps, il ne s'agit pas de dire qu'en fait, je ne trouverai jamais la vérité. Bien sûr. Hein, c'est pas dire, bah oui, en fait, parce que ça, c'est déstabilisant, en fait, parce que j'ai besoin de découvrir la vérité. Et de l'approfondir toujours. Et de l'approfondir toujours, en fait. C'est cette grâce-là, en fait. C'est important d'utiliser ce verbe-là. Je pense que le terme approfondir, j'ai eu un dialogue, enfin justement un dialogue aujourd'hui avec une fille de ma classe sur la question qui revient souvent de l'avortement. Et en fait, c'était vraiment intéressant et puis voilà,
elles avaient pas mal réfléchi au préalable sur le sujet. Et ce qui est assez difficile aussi, c'est que dans un dialogue, il y a aussi des logiques un petit peu, comment dire, sceptiques qui empêchent de continuer à dialoguer. Par exemple, je lui disais, la fécondation, est-ce qu'elle pouvait me dire un moment où il y avait un changement radical qui pouvait dire c'est un être humain ou pas? Et en fait, elle me dit, enfin, on sait pas, mais en fait, ce sont que des cellules pourtant. Enfin, il y a une logique de la, enfin, je sais pas, j'arrive pas à m'exprimer, de la méfiance ou du scepticisme en disant, enfin, que c'est pas, ouais, non, mais j'arrive pas à dire, mais En fait, enfin, oui, l'origine. il y a des actions qu'on pose pour pouvoir construire. Voilà, moi je peux pas tellement prouver que c'est un être non plus. Je peux pas prouver que au départ ce qui a été fécondé, on peut appeler ça un être et tout ça. Donc du coup elle me dit bah on sait pas exactement comment tu peux le prouver. Et donc il y a quand même des questions qui après relèvent peut-être plus de la foi, de la prise de position de foi, qui empêchent un peu un dialogue par exemple. Oui. Et ça c'est assez compliqué par exemple. Oui, mais c'est pour ça, excusez-moi, je vous coupe, mais il y a quand même une vraie question à un certain moment. J'ai utilisé cette expression tout à l'heure. La question de l'honnêteté intellectuelle est fondamentale. Parce que il y a quelque chose de pas forcément très honnête. Je parle pas du tout de la jeune fille avec qui vous parlez, mais il y aurait quelque chose de malhonnête à dire je ne sais pas si j'ai pas cherché. Il y a quelque chose de malhonnête à donner le sentiment que oh là là, c'est trop compliqué, etc. Non. Si c'est quelque chose de fondamental, alors on essaie autant que possible de se donner les moyens de savoir et on identifie clairement, hein, comme par exemple dans les rapports raison-foi, on identifie clairement ce qui peut être connu et ce qui ne peut pas être complètement connu. Et à ce moment-là, on est capable de dire, peut-être qu'on n'est pas complètement sûr, mais alors c'est quoi l'option que tu choisis? Et cette option que tu choisis devant de l'inconnu, devant du truc qu'on peut pas complètement maîtriser, à supposer qu'on puisse pas le savoir, hein, donc cette option que tu choisis, tu le choisis au nom de quelle valeur, de quelle cohérence? Et c'est ça qui est fondamental. Et vous avez raison que on est tous plus ou moins comme ça. Hein. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, avant de projeter ça sur l'autre, examinons-le en nous. Je pense que les gens sont capables de reconnaître un gars ou une fille qui s'interroge sincèrement et qui est en honnêteté intellectuelle. Et quand on est devant quelqu'un en honnêteté intellectuelle, qu'est-ce qu'on peut plus facilement changer l'autre que soi-même que l'autre, pardon. Si on est en honnêteté intellectuelle, alors à ce moment-là, l'autre le voit aussi et baisse un peu la garde. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans une joute de discours, hein, opinion contre opinion. On est dans un homme et une femme qui livrent l'un devant l'autre les convictions qui sont les plus profondes et sur lesquelles ils fondent leur vie. Et ça change tout. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est ça auquel on aspire tous. On aspire d'avoir des moments où on est capable d'échanger les uns les autres. Ça suppose du temps, ça suppose de la familiarité, mais on est capable d'échanger sur nos raisons les plus profondes de vivre. dont certaines renvoient, on est bien d'accord, à ce qui peut être connu, et dont des choses renvoient à des convictions qu'on fonde autrement. D'où les articulations raison-foi. Et ça, c'est beau, quand on est capable de le faire. Et vous voyez, ce qu'il faudrait, on est en train d'en parler entre nous, comment on fait, là où on est, pour faire exister des lieux où on rend ça possible. Parce que ça, c'est précieux. Pour la formation intellectuelle d'un bonhomme et d'un garçon et d'une fille, quoi. Comment? Et d'une femme bonne. Et d'une femme bonne et d'un homme bon. Vous sentez ce que je veux dire? Parce que souvent, c'est ça. En plus, comme on regarde des émissions à la télé, on finit par jouer dans nos petites conversations la même chose que le débat c'est dans l'air, ou je sais pas quoi. Et donc des petits échanges, ping-pong, machin, truc, etc. Très conformistes en fait. Et que accepter de se laisser dénuder par la recherche commune du vrai, en acceptant qu'on ne sait pas tout, mais on fonde en toute honnêteté intellectuelle ce qu'on dit
sur des convictions qu'on accepte de partager, c'est un bonheur génial. Enfin, je sais pas si... Ouais, si, Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. c'est rare. Enfin, c'est assez rare. C'est rare. Parce que souvent dans un dialogue, il y a souvent dans un dialogue plus le désir de vouloir convaincre, voilà, que de vouloir écouter. Or, le fondement du dialogue, c'est je t'écoute. Et je veux t'écouter jusqu'au bout. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit, pendant que tu parles, de réfléchir. Parce que si je réfléchis, je fais déjà une contre-argumentation intérieure. Donc je ne t'écoute déjà plus. C'est-à-dire que je suis déjà en train de parler quand tu parles, même si c'est intérieur. Voilà, la vérité du dialogue, c'est quand tu parles, je me tais. Et je tais tout en moi. Je dois tout taire en moi. Et à ce moment-là, je reçois pleinement ce que tu dis. Même si ça peut paraître très déstabilisant, c'est vrai que ça peut paraître très déstabilisant. À ce moment-là, peut-être que toutes mes convictions vont s'écrouler. Mais si elles sont fausses, tant mieux. Et si elles sont vraies, elles ne pourront pas s'écrouler. Donc en fait, c'est juste une preuve d'intelligence. C'est l'expression de l'intelligence. Le reste, c'est une preuve de faiblesse. Et ça, d'ailleurs, c'est exigeant, hein, mais ça exige aussi, ça va être du temps, un déploiement dans le temps. Bonjour. Mais vous voyez, parce que vous voyez, Il vient pour la galette, lui. vous voyez comment souvent dans les dialogues, on ne prend pas le temps, les gens se coupent, s'interrompent, alors que très souvent, rien que pour poser une question, il faut poser des choses et voir si on est, si ce que je pose là, l'autre entend la même chose. Et c'est très important de le faire. Et aujourd'hui, c'est un manque absolu qui est extrêmement précisément déstabilisant. C'est-à-dire qu'au nom d'une sécurisation, on se déstabilise de plus en plus. Et c'est une sécurisation qui est mortifère. C'est extrêmement important. Et vous regarderez que même les dialogues qu'on appelle politiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on dit. Et ben, les gens disent, nous allons écouter tout le monde. De fait, ils écoutent. Mais il n'y a pas de plus que l'écoute. Tu as dit ce que tu devais dire, très bien. Mais non, le dernier qui a la parole, c'est moi, et comme je suis le patron, je décide. Alors, on n'a pas beaucoup avancer. Justement, sur le débat politique, est-ce qu'on peut pas dire que, comme c'est un lieu très spécifique quand même, la politique, qu'en fait, le débat politique, ça peut pas être un débat philosophique, par exemple. Qu'il y a quand même une spécificité de ce débat-là qui implique des positions un peu irréconciliables, quoi. Parce que, enfin, c'est quand même un lieu d'indétermination assez fort, parce qu'il y a beaucoup de circonstances qui s'ajoutent. On n'est pas sur des vérités éternelles, mais c'est sur des vérités très temporelles et très conditionnées. Et est-ce qu'on peut pas dire que le débat politique, justement, c'est ce qui sera toujours... on peut pas le résoudre complètement. Oui, parce que c'est un lieu comment dire, de conflit d'intérêts, c'est ça que vous voulez dire? Non, mais c'est que comme c'est des vérités extrêmement temporelles, et que la solution aussi doit être prise. Mais quand dans le débat politique, il y a forcément une solution qui doit être prise à la fin. On peut repousser la solution. Pas une décision qui doit être prise. Est-ce que c'est la solution? C'est un problème. Une décision qui ce ne sont pas des vérités qui s'opposent, ce sont des voilà, la même chose. La nuance. La vérité d'une politique, c'est une idée politique. Oui, mais ce sont des idées. Oui, il y a quand même un rapport à la vérité. Ah, c'est ça la question que tu poses, justement. Y a-t-il dans la politique un rapport à la vérité? Eh oui, mais c'est la vraie question parce que tu la poses. Non, mais c'est pas... Y a-t-il dans la politique il y a quand même une action adéquate. Il y a quand même une action adéquate à prendre, justement, et à faire. C'est pour ça qu'on discute. Si on admettait qu'il n'y avait pas de vérité en politique, on ne discuterait pas. Mais en même temps, comme c'est en fait, c'est des débats qui sont quand même assez contraints par le temps, contraints par la prise de décision qui doit se faire dans 30 semaines, 30 mois. On peut se dire qu'aussi les débats politiques peuvent être d'une certaine façon toujours plus durs, plus âpres que des débats normaux comme ceux de philosophie, où on parle sur des vérités qui sont qui sont éternelles et pas dépendantes de réalité, du temps.
très urgentes. Oui, mais en même temps, ce qui font les décisions du moment, c'est quand même des convictions. Et donc, il faut pouvoir articuler des convictions fondamentales et des décisions qui portent sur du probable. Parce qu'il faut agir, je suis d'accord, et à un certain moment, on prend des décisions, notamment par rapport à ce qu'on pense être utile dans l'avenir. Hein. Mais quand même, à un certain moment, on pourrait imaginer que le politique, et on le voit dans certains moments très, très critiques, quelquefois il y a eu des moments dans l'histoire où le débat politique ont porté sur l'essentiel, parce qu'il faut quand même à un certain moment que ça s'ancre dans du vrai à la fois éthique. Le droit, si ça ne racine pas sur des convictions éthiques, on ne voit pas bien ce que ça peut vouloir dire, et puis du vrai sur presque anthropologique, sur la vérité de l'homme. Donc il y a quelque chose là, et que c'est vrai. Enfin, moi, je regrette un petit peu, si vous voulez, que la formation des hommes politiques aujourd'hui ne donne pas à la dimension de la philosophie toute sa place. Hein, c'est-à-dire que il y a quand même des réflexions de type philosophique qui font des choses. Et là, vous pourriez, mais bon, on n'a peut-être pas le temps cette année, mais il y a des choses que canalise Ricoeur sur la question de la vérité en politique qui sont très, très, très intéressantes. Sur les différents niveaux. Parce qu'il y a de l'argumentation, il y a du probable, etc. Mais il y a aussi du vrai en ce qui concerne les fondements, quoi. La recherche des fondements. Sur quoi tu fondes la décision que tu prends dans l'instant. Est-ce que